les hôtels le dimanche. Deuxième heure. Deuxième partie de notre magazine, le parcours des réfugiés syriens arrivés au Canada il y a tout juste un an. Nos collègues Myriam Fimbry, Marie-Laure Josselin et Pascal Harrison-Julien ont suivi plusieurs familles dans ces périples à la fois psychologiques, linguistiques, dans le monde du travail. Comment s'en sortent-ils et elles? Myriam Fimbry nous raconte dans son reportage. Puisque vous êtes des auditeurs fidèles, vous allez vous souvenir qu'il y a un an, on vous a présenté à cette émission l'histoire de la famille Ali Alouche, une famille de réfugiés syriens qui venait tout juste de poser ses bagages à Brossard, dans la région de Montréal. Une famille parrainée par l'État, accueillie par un organisme, la Maison internationale de la Rive-Sud. Et c'était pour nous l'occasion d'écrire toutes les étapes de leur installation à partir du tout premier jour. Eh bien, un an a passé. Que sont-ils devenus? On va essayer de le voir avec Myriam Fimbry qui est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Michel. En fait, vous avez suivi plusieurs familles l'an dernier avec vos collègues Marie-Laure Josselin et Pascal Harrison-Julien. Il y a d'ailleurs, je signale tout de suite, des vidéos, des reportages photos qui ont été publiés sur le site de Radio-Canada. On viendra avec l'adresse un petit peu plus tard. Oui. Mais parlons maintenant de cette famille qui nous intéresse là, cette famille musulmane originaire d'Alep en Syrie. Donc, rappelez-nous un peu leur parcours. Oui, c'est un couple de niveau de vie modeste avec un enfant. Donc, il s'agit de Ibrahim Ali et Rokhaya Alouche. Leur enfant Hussein maintenant approche des 2 ans. Et l'an dernier, on les a vus chercher un logement juste après leur arrivée. Oui. Ils se sont équipés, ils se sont meublés, ils ont fait leur première épicerie. Ils ont commencé avec une bénévole à apprendre quelques mots de français parce que, faut le dire, ils ne parlaient que l'arabe en arrivant. Alors, 1 an plus tard, Hussein va dans une garderie familiale. Ibrahim est en classe d'alphabétisation à temps plein. L'alphabétisation, c'est là que sont accueillies les personnes qui ont peu de scolarité. Rokhaya, elle, est en francisation et d'ailleurs, elle progresse à pas de géant. Elle nous a vraiment impressionnés. C'est sur elle que je mets l'accent dans ce reportage. C'est un petit portrait d'elle que je vous propose d'écouter. Il est 7h30 du matin. Rokhaya, en hijab et robe longue, fait chauffer le thé son bébé dans les bras. Toujours lundi et pleure. Elle a passé 4 jours à l'hôpital avec lui la semaine dernière. La grippe. Pneumonie. Et il tousse. Je commence l'antibiotique ici, à la maison. Baba, as-tu été dawa? Je apprendre dans l'école le santé. Avant que je sois malade, je pratique. Antibiotiques, toux, fièvre, Rokhaya a eu l'occasion, bien malgré elle, d'utiliser tous ces nouveaux mots appris en classe au centre Camille Lorrain de Greenfield Park. Son enseignante de français langue seconde, Sylvie Barthez. La semaine dernière, elle était à l'hôpital. Quand elle est revenue, elle m'a dit « Madame Sylvie, je suis vraiment contente parce que j'ai été capable de parler avec l'infirmière et de comprendre ce qu'elle me disait. » Elle était très fière de ça, d'avoir été capable en français de parler des problèmes de son garçon. Je suis contente dans ma maison. Elle est tranquille, elle est bonne, elle est ensoleillée. Mais ma voisine frappait beaucoup à moi parce que mon fils est bougé. Je ne sais pas la faire. Oui, saute. Je dis toujours non, mais il est petit. Alors nous avons des personnes qui viennent de Colombie, des personnes de Roumanie, Afghanistan, Arménie, Quang vient du Vietnam et Megan, une ontarienne. Oui. Je suis l'arabe seulement ici. C'est mieux. Parce que s'il y a des arabes, je vais parler arabe. Parce que c'est comme ça, pas de choix. Je vais parler français. En quelques mois, Rokhaya est passée d'une classe d'alphabétisation à une classe de francisation niveau 4, ce qui est exceptionnel.
Elle n'est pas tellement scolarisée, alors déjà elle partait avec un handicap, mais le fait d'être très motivée, ça l'aide beaucoup à s'améliorer. Il y a une personne à l'hôpital, elle dit vous êtes musulman? Je dis oui. Et je dis est-ce qu'aujourd'hui quand j'ai pour mon fils à la maison, elle dit c'est pas moi qui décide, mais elle dit Inch'Allah. Oh. Je dis oh oui, Inch'Allah. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ces mots. Oui. Ouais. Ma fille va peut-être pouvoir parler avec vous un jour, elle apprend l'arabe. Oui. C'est bon. Elle va pratiquer avec vous. Oui, c'est bon. Elle donne des cours d'arabe. Non, c'est oui. là. Vous donnez des cours Oui, d'arabe? Oui. Vous voir. Ça fait pas longtemps. Oui. Ok. C'est parce qu'en Syrie, l'arabe est très bon. Oui. C'est un arabe classique. Hein. En Syrie, Rokhaya était coiffeuse. Ici, elle voudrait s'occuper d'enfants en garderie. En attendant de pouvoir travailler, impatiente de faire quelque chose, elle donne des cours d'arabe chez elle tous les samedis après-midi. Ça c'est comme accent. Comme l'accent. Accent aigu, accent grave, accent le truc, accent chapeau, accent facile. Oui, en arabe il y a beaucoup d'accents comme le français. Ta kasra ti ka dametu ta ti tu. Les 7 élèves, âgés pour la plupart de 8 à 10 ans, sont des petits Québécois d'origine marocaine, syrienne ou irakienne, comme Youssir. Parce que si j'oublie le arabe, comment je vais faire pour parler avec mes parents en arabe? L'une des mamans, d'origine marocaine, habite tout près et s'est liée d'amitié avec Rokhaya. C'est une femme souriante, de milieu éduqué, un exemple inspirant d'intégration. Badia Axit. Moi, j'étais vraiment fière d'elle quand elle m'a appelée et quand elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit, j'ai un projet. Je dis, c'est quoi? Elle m'a dit, je veux apprendre l'arabe aux enfants qui en ont envie. Elle aime donner. C'est pas une femme qui va demander de l'aide. C'est une femme qui aime ça, donner et pas juste recevoir. Et donc, je pense que c'est sa façon à elle de donner à la communauté, à donner à Québec, à donner à ceux qui l'ont aidée aussi. Da kasra di dal kasra damme dou. Il y a eu des moments difficiles pour Rokhaya cette année. Son neveu est décédé dans la guerre en Syrie. Toute la famille restée là-bas lui manque terriblement. J'ai jamais regretté d'être venue ici. Mais j'ai tant souhaité que notre pays se porte bien. On est toujours mieux chez soi. C'est mieux que tous les palais du monde entier. Je souhaite que la Syrie se rétablisse et que mon enfant puisse y grandir. Sinon, on n'a pas le choix. On restera ici. Qui n'aimerait pas que son enfant grandisse entouré de sa famille, de ses semblables, chez lui, mon Dieu, dans son pays. Il est étranger, il est différent, il n'est pas chez lui. La première année de Rokhaya ici, c'est pas facile, je dis. Là. Venir d'un autre pays et puis laisser la famille, son pays, endolori par la guerre. Et venir s'installer dans un pays où on ne parle pas la langue. C'est pas facile non plus. Moi, je pense que la langue, c'est la clé. Ce que je conseille à Rokhaya aujourd'hui, c'est de continuer dans l'apprentissage de la langue et d'aller vers des formations complémentaires. C'est sûr qu'elle va arriver à réaliser son rêve d'être éducatrice et d'être avec les enfants. C'était l'histoire de Rokhaya Alouche, réfugiée syrienne sur la rive sud de Montréal maintenant. Et dans ce cas-ci, on l'a vu, Myriam, la priorité a été donnée à l'apprentissage du français, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe pour tout le monde. En effet, c'est un dilemme qui se pose souvent aux nouveaux arrivants. Comment trouver un travail si on ne parle pas assez bien français? Et comment gagner sa vie, faire vivre sa famille si on ne travaille pas et qu'on choisit d'apprendre d'abord le français? Alors, dans le cas des réfugiés parrainés par l'État,
eux, ils ont droit à l'aide sociale en plus d'une allocation pour les cours à temps plein de français. Donc il y a moyen de s'en sortir, bien que très modestement, avant d'avoir un travail. Dans le cas des réfugiés parrainés par le privé, il y a une pression forcément plus forte pour trouver du travail tout de suite, parce que leurs parrains, qui peuvent être des membres de la famille, un groupe de citoyens, un organisme, une église, les parrains, ne sont garants que la première année, ce qui est déjà beaucoup. Ensuite, il faut voler de ses propres ailes et en fait, ce qui arrive, c'est que dès les premiers mois, les réfugiés ne veulent plus se sentir à charge. Et donc, à ce moment-là, c'est l'apprentissage du français qui peut en souffrir. Où les familles essaient de faire les deux, apprendre le français et travailler, ce qui est forcément difficile. Je vous présente une famille arrivée il y a 1 an qui se trouve dans cette situation. Une famille chrétienne, orthodoxe cette fois, Gracia et Youssef, qui sont parents de 2 garçons de 14 et 17 ans. Michel, on va continuer les boîtes, emmener les boîtes à Gracia, parce qu'on va faire beaucoup de couleurs. Beaucoup, bien. L'usine Kidiway à Laval fabrique des draps, des serviettes, des coussins d'allaitement et autres produits pour bébés. C'est ici que Gracia Israël a trouvé du travail 2 semaines après son arrivée au Québec. Son mari Youssef l'a rejointe dans l'usine 2 mois plus tard. Plier les draps, emballage les coussins. J'ai commencé tout de suite à travailler parce que j'ai besoin de revenus pour être capable d'aider ma famille. Dans mon pays, j'étais éducatrice en garderie. Ici, ce que je fais, c'est pour les bébés aussi. Ce n'est pas un si grand changement. Je travaille pour le bien-être des bébés. Gracia suit des cours de français à temps partiel, 2 soirs par semaine après le travail. Un cours qui dure 3 heures à chaque fois. Difficile. Fatiguée. C'était difficile au début, mais j'étais capable de dire quelques mots en anglais. Les 2 premières semaines au travail, on m'a montré ce qu'il fallait faire, puis comme la commande se répète, on a commencé à communiquer un peu en français. Donc on apprend un petit peu le français en travaillant aussi. Oui, donne-moi les codes, donne-moi les cartons, mettre les boîtes, beaucoup. Combien ça? Vous apprenez le vocabulaire qui va avec votre travail. Oui. À quelques mètres de là, Youssef, son mari, place du ruban adhésif sur de grandes boîtes de carton. Ce n'est pas mon métier. Dans mon pays, je faisais de la mécanique pour les grosses machines, dans une imprimerie. Mais je suis content de faire ça. C'est quelque chose de nouveau. J'apprends. Gracia et Youssef ont eu de la chance de trouver du travail si vite. C'est grâce aux relations du couple qui les a parrainés. C'est grâce aussi à un Libanais, chrétien comme eux, immigrant comme eux, qui a cofondé il y a 4 ans l'usine Kidiway. Charles Nassif a embauché 25 Syriens depuis 1 an, ce qui représente le tiers de son effectif. On avait besoin des employés. Vu que je viens aussi, je suis d'origine libanaise. Je sais que quand on arrive au Canada, des fois, c'est un peu pas toujours évident, l'intégration. Fait que j'ai passé un peu ce trajet-là et je voulais offrir aux Syriens un accueil pour ne pas passer à travers toutes les misères qu'on a nous passées la première génération pour s'intégrer. Bon appétit tout le monde. Merci. C'est l'heure du lunch à l'usine Kidiway. Dans la petite salle réservée au dîner, on entend surtout parler arabe et anglais. Youssef Baïni tente de parler français avec Georgette, une Libanaise arrivée au Québec il y a un quart de siècle. Moi, marié, deux enfants. Oui, c'est quoi le nom des enfants? Jean, Georges. 2 garçons? Oui, 2 garçons. Jean, la femme aujourd'hui, elle est très belle. Aujourd'hui, parce qu'avec le rouge, ça sent très belle. Oui. C'est la couleur de l'amour. Mon amour. Mon amour. Compris?
Oui, Youssef a compris que sa femme est belle, mais il a bien du mal à faire une phrase. Apprendre le français à l'usine, c'est un défi important. Le travail qu'ils font maintenant temporairement, ils sont en train de le faire juste pour qu'ils puissent vivre. Moufid Kano, membre de la communauté syrienne et chrétienne au Québec, a parrainé plusieurs familles. Mais plus tard, ils ont certainement des rêves de quand même d'être dans une autre, moi je dirais, catégorie, disons, de travail dans la société. Mais si jamais il n'y a pas, disons, si dans le futur, ils n'ont pas cette maîtrise de la langue française, ça va être un défaut pour eux. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bravo. Tu vois, quand il est arrivé, il n'y a même pas un mot. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il a dit ça, oui. Bravo. Moufid et sa femme Christa rendent visite à leurs protégés. Youssef et Gracia vivent dans un petit appartement à Laval avec leurs 2 garçons. Hi Georges, comment ça va? Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Quel âge que t'as, Georges? 14 ans. 14 ans. Tu vois, l'école, il a aidé pas mal. C'est une école québécoise. Bravo. C'est un grand changement. Oui, tu parles français mieux qu'avant. Maintenant, il comprend tout, hein? Il comprend tout. Vraiment fier, je vais pleurer. Il est très fier de ses enfants, vraiment. Ce qu'on fait, c'est notre vie, là. Qu'est-ce qu'on fait, c'est pour eux. C'est pour cela qu'on fait n'importe quel sacrifice pour nos enfants. Et c'est vraiment, je pense que vous avez fait le bon choix. Hein? Le bon choix. Ils sont très heureux d'être ici. Heureux, sauf la grand-mère Joséphine, âgée de 75 ans. Elle est vraiment pas contente parce qu'elle est toujours dans la maison 24 heures. Elle pense qu'elle est emprisonnée. Oui, elle ne peut pas sortir, elle ne peut rien faire. Il n'y a pas de personne pour parler avec elle. Elle est toujours dans la maison. C'est بتخافي تطلعي؟ لا ما بخاف. بس وين بدها انزل؟ وين بدها اروح؟ Elle n'est pas peur, mais où elle va aller? ما بعرف يعني. نمر ما بعرف. Elle ne sait pas même les numéros en français, en anglais. بس شو ما بقدر بركة. C'est difficile pour elle de prendre le français. Même les numéros, elle ne peut pas. Mais elle a dit, si je suis à côté de l'église, pour moi, parler avec les dieux, il n'y a pas de langue. Le refuge de Joséphine, c'est l'église Saint-Maxime à Laval. Le dimanche après-midi, les bancs sont pleins. La messe orthodoxe de plusieurs heures, célébrée en arabe et en araméen. On y vient habillé chic, en costume, foulard de dentelle et talons hauts, malgré la neige qui tombe dehors. Et à la fin de l'office religieux, on socialise jusqu'à la fermeture des portes. C'est là que Joséphine revit, entourée des siens, comme dans sa Syrie natale. Oui, c'est une partie de son sang, c'est ça. Exactement. Lorsqu'elle voit ces gens-là, c'est comme une partie de son sang est retrouvée. Alors Myriam Fimbry, en écoutant ces témoignages-là, on se demande s'il n'y a pas un risque de se renfermer sur la communauté, en fait d'assister à une sorte de ghettoisation finalement. C'est ce que craint Moufid Kano, qu'on a entendu, celui qui a parrainé plusieurs familles. Pour lui, ça va être le principal défi dans l'année qui vient. Mais une initiative très intéressante pour l'éviter, c'est le jumelage. Et je vous emmène à Drummondville pour l'illustrer, une ville de 70 000 habitants dans le centre du Québec. Là-bas, l'organisme qui s'occupe des familles de réfugiés s'appelle le Regroupement interculturel de Drummondville. Et il a proposé à des familles québécoises de se jumeler avec des familles de réfugiés. On en est à 40 jumelages, dont 14 avec des familles syriennes. Et c'est assez incroyable, Michel. Au début, c'est pour aider, c'est pour faire sa part un petit peu. Mais des amitiés se créent au fil du temps et ça marche vraiment pour apprendre le français et pour s'intégrer à la société québécoise. Alors je vous invite à le constater avec cette troisième famille, Ward et Mohamed Alamo. Ils sont arrivés il y a 1 an avec leurs 2 filles. Ils sont jumelés avec Carole Léger, qu'ils appellent leur maman du Québec. Bonjour Carole, ça va conduire? Bonjour, ça va? Salut, ça va? Carole, elle est professeure, elle conduit. Oui.
C'est Carole qui vous montre comment conduire. Professeur, tranquille, à gauche lentement. Attendez et arrête, oui, tranquille. Moi, je fais juste les faire pratiquer la conduite. Là, comme là, normalement, on va aller sur le boulevard, on fait le changement de voie, on clignote, on regarde les miroirs, on change de voie, on pratique, arrêter, on pratique. Hein? OK. Maintenant, un peu plus froid. Demain. Oui. En série? Combien en série? Oui, c'est bon. C'est bon? Non appelé? Oui, je dis non. Mohamed Alamo n'a jamais conduit une voiture en Syrie. À plus de 40 ans, il prend des cours de conduite au Québec pour obtenir son permis. Mais il manque un peu de confiance. Puis on le fait bilingue, il y a des mots que je dis en arabe. Comme choui-choui, c'est ralenti, parce que quand je le disais ralenti, c'était trop long. Fait que je le dis il y a des mots que je dis en arabe. Donc, tout droit, après, à droite. C'est comme ça? Oui, mais tu vois là, un petit peu plus. OK. Mais quand on tourne, oui, je sais. Non. Nous, on est habitués, on se fait souvent klaxonner par les gens, parce qu'ils trouvent qu'on va pas assez vite. Tu vois, stop. Carole Léger est une Québécoise d'une 50aine d'années. Célibataire, sans enfant, elle a tout de même une vie très occupée puisqu'elle s'occupe chez elle de 9 personnes âgées en perte d'autonomie. Ça ne l'a pas empêchée de se porter volontaire pour du jumelage avec une famille syrienne. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est l'implication sociale. Ça fait la différence entre vouloir s'impliquer puis le faire pour vrai. Ça, c'est une vraie implication. Je me disais, si on fait rien pour les accueillir, ça va pas marcher. C'est pour ça que je l'ai fait. Tout droit? Oui. OK. Pas boulevard Saint-Joseph? Non, OK. Abdelila Annemer est agent de médiation au regroupement interculturel de Drummondville. Il y a 3 objectifs importants. Le premier, c'est de faciliter le fait de parler français, de pratiquer le français dans un milieu naturel. Le deuxième objectif, c'est de faire connaître la culture québécoise. Et le troisième objectif, c'est que on veut que ces gens-là se sentent chez eux. Ce qu'on a pu vérifier auparavant, c'est que des gens qui habitaient 6 ans à Drummondville, ils n'ont pas d'amis québécois. Alors le jumelage est venu vraiment changer la donne parce que les gens nouvellement arrivés, ils sont très contents d'avoir, c'est comme une porte ouverte vers le Québec, des gens qui vont pouvoir les aider à faire le marché, à avoir des amis, à sortir de l'isolement de la maison et pouvoir faire connaître aussi leur culture à eux. Ça commence toujours par les échanges culinaires. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Toi, mettre farine. Farine, semoule, noix de coco, sucre, huile, yogourt, œufs, oui. 4 œufs. Warda Alamo est venue cuisiner un dessert chez Carole, un délicieux gâteau au parfum de fleurs d'oranger. Et ça s'appelle comment le gâteau? L'amoura. L'amoura? Oui. L'amoura. Comme en français, amour. 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 Oui. C'est un couple très uni. Ils s'aiment beaucoup, ils s'entraident beaucoup. C'est un beau couple. Ils vont passer à travers. C'est difficile pour eux autres, là, mais ils vont passer à travers parce qu'ils s'aiment énormément. Quand ils ont des coups durs, là, ils l'entourent. C'est ça qui va les sauver. C'est ça. Peu de temps après son arrivée au Québec, Warda a vécu des deuils, son père, puis son frère. Carole était là pour prêter son épaule. C'était difficile. Pas parler beaucoup, seulement serrer. Tout le temps pleurer. Moi, arriver. Très. Maman Carole. Les autres m'appellent toujours comme ça. Maman Carole, très gentil, très gentil. Comment voulez-vous qu'ils apprennent vraiment le français si nous autres au Québec, on ne leur parle pas en français? Je ne sais pas comment, ça se fera pas tout seul, ça, s'il n'y a pas du monde qui accepte de parler avec eux. Puis ce que ça suppose aussi, c'est que moi, je prête mon réseau. Déjà, je les emmène chez ma sœur, je les amène au café, rencontre mes amis. Après, maintenant, mes amis du café les voient en ville, ils les saluent. Moi, je prête mon réseau pour agrandir la possibilité qu'ils aient de parler en français. C'est comme le temps des fêtes. Je te donne un exemple. Ici, à Noël, ils sont venus. C'est pas tant qu'ils ont parlé, mais après, le lendemain, ils m'ont dit, on a compris
tout ce que les gens ont dit. Donc, plus on leur permet de se faire l'oreille à la langue, plus on leur donne la chance d'entendre le français, plus ils deviennent bons. Parler, c'est autre chose. Entendre et comprendre, ça vient avant. Mais ça prend des expériences. Je voudrais qu'il reste, hein? Je voudrais qu'il reste au Canada. Je voudrais qu'elle ait un autre bébé, un bébé garçon ici. Oui. Ouais. Puis je voudrais qu'un jour, on retourne en Syrie ensemble. C'est ça qu'on souhaite, hein? Aller en Syrie, prendre l'avion, aller en Syrie ensemble. Oui. Ah bon, oui, là. Moi, je travaille en Syrie ensemble. Qu'en Syrie, tranquille. Oui, tranquille. Après, voyage ensemble. Inch'Allah. On a toutes sortes d'expériences, apprendre à parler le français, à établir des rapports sociaux aussi, en dehors des salles de classe de francisation, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est une belle initiative qui a l'air de fonctionner, ce jumelage entre Québécois et réfugiés syriens. Les 3 familles dont vous nous avez parlé dans ce reportage, Myriam, on peut voir leur histoire également en photo et en vidéo. Il suffit d'aller sur le site de Radio-Canada. Alors, je vous donne l'adresse ici.radio-canada.ca / réfugiés sans accent. Vous trouverez des vidéos qui sont en ligne, des photos reportages, et comme ça, vous allez pouvoir mettre un visage sur tous ceux que vous venez d'entendre. Oui, et puis des réfugiés sans accent, déjà après 1 an, c'est extraordinaire. Hein? Exactement. Myriam Fimbry, merci. Merci Michel. Au revoir.